Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons en apprendre plus sur la place du monstre dans l'art de la Renaissance flamande. Mais avant d'aller plus loin, posons-nous la question, c'est quoi un monstre? Lorsque l'on entend le mot monstre, on pense d'abord à une créature effrayante qui se cacherait dans un coin sombre en attendant de sortir de l'ombre pour attaquer la première proie passant à portée de ses griffes. Mais ceci n'est qu'une représentation du monstre parmi tant d'autres. Un monstre, c'est avant tout un être qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir, et parce qu'il est différent, cela nous effraie. Il peut être différent par son comportement et ne pas agir comme une créature ou une personne qu'on a l'habitude de voir. Le monstre peut également se démarquer par son apparence. Très souvent, lorsqu'une créature ne ressemble à rien de connu, elle est associée à quelque chose de monstrueux. Le terme monstre vient du latin monstrare, qui veut dire montrer. On peut facilement imaginer une créature étrange se faisant montrer du doigt car elle effraie les individus qui ne savent pas si elle est dangereuse ou non. L'origine du mot n'est donc pas forcément péjorative ou négative. Elle porte surtout sur le fait de désigner, montrer ou indiquer les créatures inconnues. Dans l'Antiquité, et ce jusqu'au XVIIe siècle, le monde est encore rempli de mystères et la science commence seulement à expliquer des phénomènes qui jusqu'à présent étaient attribués aux dieux ou aux monstres mythologiques. Comme il était par exemple impossible d'expliquer pourquoi le soleil disparaissait soudainement lors d'une éclipse solaire, les Égyptiens ont créé le mythe du monstre dieu serpent Apophis, qui volerait le soleil aux dieux Ré lors d'un combat épique, dont Ré sortirait finalement vainqueur, redonnant au soleil sa juste place dans le ciel. Les monstres ne sont d'ailleurs pas toujours décrits comme étant d'horribles bêtes pleines de crocs et de griffes. Dans la mythologie japonaise, le kitsune est un monstre prenant l'apparence d'un renard à 9 queues et pouvant, lorsqu'il a atteint une centaine d'années, se transformer en humain pour se dissimuler dans la population. Le trouvez-vous réellement affreux? Cette créature est cependant considérée comme un monstre, car elle possède des particularités qui la différencient des autres renards, notamment son nombre étonnant de queues symbolisant la puissance de ses pouvoirs magiques. Nous avons vu qu'il existe des monstres comme le kitsune qui ne sont pas affreux ou effrayants. L'aspect physique n'est pas toujours la raison pour laquelle on qualifie une créature de monstrueuse. Citons l'exemple du sphinx, qui était une créature au corps de lion, au buste de femme et aux ailes d'aigle. Le sphinx, bien qu'il soit représenté dans la peinture de Gustave Moreau comme une créature gracieuse, terrorisait les abords des routes et posait des questions aux voyageurs. S'ils échouaient, le sphinx les dévorait. Certes, le sphinx est bien une créature étrange, étant le résultat d'un mélange de différentes créatures, mais son aspect monstrueux est également en lien avec son comportement malfaisant. C'est parce qu'il semait la terreur et le chaos qu'il était vu comme monstre. Ainsi, nous avons vu que le mot monstrueux pouvait désigner un physique étrange, mais aussi un mauvais comportement. Souvent, le monstre peut répondre aux adjectifs suivants: bizarre, poilu, cornu, griffu, méchant, effrayant, cruel. On peut remarquer que certaines de ces caractéristiques sont en lien avec son apparence, et d'autres avec ses actes. Mais la grande question est, après le Moyen-Âge, comment sont représentés les monstres? Au nom de la Renaissance et jusqu'en 1516, un artiste néerlandais du nom de Jérôme Bosch réalisait de nombreux tableaux sur des thématiques religieuses mettant en scène des monstres. Jérôme Bosch créait notamment un retable nommé le Jardin des Délices. Un retable est une construction représentant un décor sculpté ou peint et que l'on place le plus souvent derrière un autel dans une église ou une cathédrale. Jérôme Bosch était un artiste très attaché aux valeurs de sa religion, le christianisme, et peignait énormément de tableaux sur le thème du bien et du mal et de la morale. Le Jardin des Délices a justement pour thématique le paradis, le monde terrestre et l'enfer. Pour bien nous faire comprendre que l'œuvre doit être lue étape par étape, Jérôme Bosch réalise un triptyque, c'est-à-dire que son retable est décomposé de 3 parties. Ici, un tableau central et 2 volets que l'on peut rabattre pour dissimuler le panneau central. Le premier panneau nous montre le paradis peuplé de créatures fantastiques et monstrueuses, mais qui ne semblent pas dangereuses. On peut notamment y voir une girafe et un éléphant qui sont des créatures exotiques et liées à la royauté et au pouvoir. Tout semble bien se passer dans ce panneau, et les personnages principaux,
Adam et Ève semblent heureux. Jetons à présent un œil au panneau central. Ici, le calme apparent du premier panneau fait place à une sorte de cortège composé d'humains à cheval sur des animaux domestiques géants. Une ambiance joyeuse et festive se dégage de la scène. On peut voir des personnages jouer dans l'eau, s'amuser, faire la sieste et manger des fruits bien plus gros qu'eux. Cependant, certains personnages semblent assez inquiétants. À droite du panneau central, on peut notamment distinguer deux personnages danser, cachant leur visage et leur buste dans une fleur géante, ne laissant voir que leurs bras et leurs jambes. Un hibou au regard perçant est posé sur eux. L'association de ces personnages est un avant-goût de ce que Jérôme Bosch nous réserve dans le dernier panneau du triptyque. En effet, le panneau central a pour sujet le monde réel, là où les humains naissent, vivent et meurent, et réalisent de mauvaises actions. Rappelons-nous que ce retable a été réalisé à la Renaissance, et à l'époque, la gourmandise, la paresse et les autres péchés capitaux étaient sévèrement punis, au point de mener les coupables jusqu'en enfer. C'est bien là le thème du troisième panneau, l'enfer. Ici, Jérôme Bosch imagine et représente ce qui peut se passer en enfer pour les hommes ayant commis des fautes capitales. Nous pouvons voir ici un paysage sombre, effrayant, qui est bien différent des deux panneaux précédents. Les humains présents sont en grand nombre et souffrent atrocement. Ils sont entourés de monstres qui, cette fois-ci, semblent menaçants, voire dangereux. Une sorte de musaraigne humanoïde qui porte un bouclier bleu immobilise un homme tandis qu'elle le poignarde de la pointe de son épée. Plus loin, un homme-oiseau aux pattes faites de vases verts et présenté sur un trône avale vivant des humains. À droite du panneau, un groupe de chiens démoniaques dévore un chevalier sur un couteau géant. C'est le chaos. Jérôme Bosch a voulu mélanger physique et comportement monstrueux dans ce dernier panneau. Ainsi, les monstres de Jérôme Bosch sont des créatures hybrides, c'est-à-dire qu'elles sont créées à partir de plusieurs races et espèces d'êtres vivants différentes, comme par exemple ce griffon qui est un hybride entre un aigle et un lion. Le physique de ces créatures est étrange, bizarre et peut-être même terrifiant. Pour conclure, les monstres ne sont pas toujours représentés comme un mélange de créatures effrayantes. On parle de créatures monstrueuses quand cette dernière se distingue par un aspect physique ou un comportement repoussant. Les monstres peuvent être aussi considérés comme une symbolique d'un sujet que l'on ne peut pas directement montrer, comme la mort, la peur et l'angoisse. Certains monstres deviennent donc une allégorie d'un sujet que l'on ne peut pas représenter. C'est tout pour aujourd'hui et merci d'avoir suivi cette vidéo.